Bonjour à tous. Oh là, j'ai des câbles partout. Je vous remercie de votre présence. Alors, ce n'est pas les mêmes personnes que j'ai eues hier, je crois, à quelques exceptions près, donc je vais me représenter de nouveau. Donc, je suis Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien. Je travaille sur plusieurs lieux différents. Je travaille notamment pour un organisme monégasque où j'interviens dans les établissements scolaires, où je fais de la prévention sur les dangers d'Internet, donc tout ce qui va être cyberpédophilie, cyberharcèlement et le fait de jouer à des jeux vidéo qui ne sont pas forcément adaptés aux âges, ce genre de choses. Donc je passe pour les enfants de primaire, collège et pour les parents aussi, où j'explique que si leur enfant de 8 ans joue à GTA, il faut peut-être qu'ils sachent qui se joue dans GTA pour pouvoir voir s'ils estiment que c'est adapté ou pas. À côté de ça, je consulte donc sur DRAP, j'ai mon cabinet sur Nice et voilà. J'ai fait 2 conférences l'année dernière au sein de ce salon. Une qui parlait sur la question de est-ce que les jeux vidéo rendent violents et l'autre c'était pourquoi les jeux vidéo sont le bouc émissaire idéal dans notre société. Donc il doit y avoir ces vidéos qui sont disponibles sur mon site internet jeanpaulsantoro.fr et sans doute sur mon Facebook. Et sinon j'ai fait quelques émissions pour le site Gamergen, il y a leur stand qui est en bas. Et donc on a repris les… Oula, j'ai de l'écho là. On a repris les thématiques des conférences et j'avais fait aussi un personnage sur la psychanalyse des personnages de GTA finalement. Donc voilà. Hier, on a traité de l'addiction et la dépendance aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler alors j'avais dit féminisme et misogynie dans le monde des jeux vidéo, mais c'est féminisme, féminité finalement, et misogynie dans le monde du jeu vidéo. Donc on va prendre un sujet un petit peu large, qui fait débat, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc on va essayer d'échanger par rapport à ça. Si vous avez quoi que ce soit en live, vous n'hésitez pas à m'interrompre, on essaie de se faire un peu interactif. Et voilà, donc je n'ai pas ma montre, donc je vais regarder l'heure sur mon téléphone régulièrement. Voilà. Donc, on attaque? Pas de questions pour commencer? Non? Cédric! Tu veux me tenir le temps? Parce que là, du coup, on voit encore moins mon rétro. Non, c'est bon, on va… Bon, on essaiera de voir, sinon c'est pas indispensable de toutes les façons. Donc le jeu vidéo, c'est un des loisirs les plus présents dans notre vie. Les derniers chiffres, c'est 66,5% des Français qui jouent aux jeux vidéo. Donc ça, c'est les chiffres les plus récents. Au niveau financier, ça dépasse le cinéma. On en est à 66 milliards d'euros en 2013. Donc un gros budget. Au début, c'était plutôt une simple curiosité dans les années 70. Maintenant, c'est devenu quelque chose vraiment de connu, de répandu. Et les héros comme Mario, Lara Croft sont maintenant plus connus que Mickey, par exemple. À la base, c'était plutôt un public masculin et plutôt jeune. Et maintenant, c'est partagé par toutes les générations et par les hommes et les femmes confondus. Selon une étude de 2014, les femmes, ça représente 48% des joueurs. Donc finalement, on en est à peu près à moite-moite. Selon les chiffres, selon les années, je tombe à 51%, donc entre 48 et 52. On va dire que globalement, c'est moite-moite. Donc le féminisme, c'est d'une manière générale, pour définir les titres de la conférence, c'est une attitude qui est favorable à l'extension du droit des femmes. Donc il y a des associations comme le planning familial pour lesquelles j'ai été bénévole qui justement défendent l'égalité hommes-femmes. Et c'est l'égalité entre les garçons et les filles, c'est quelque chose dont l'État fait la promotion depuis 2013 maintenant, au niveau de toutes les académies. La misogynie, c'est d'éprouver de l'aversion ou du mépris pour les femmes. L'inverse, c'est la misandrie. Et c'est une forme, on va dire, d'ostracisme, c'est-à-dire que le fait de rejeter l'autre d'une manière générale. Alors, on va parler de la représentation de la femme dans le monde du jeu vidéo. Alors historiquement, à part les premiers casse-briques et à quelques exceptions près, on va dire, les premiers jeux vidéo semblaient avoir été conçus sur le modèle des jouets pour les garçons. Tac. Ouais, pas bien quand même. Là, c'est une pub, c'est fait exprès justement pour dire que tout est rose et tout est bleu. Donc ce genre de choses. Des jouets pour les filles, on voit vraiment une petite fille avec dinette, poupée, ce genre de choses. Et pour les garçons, on voit des dinosaures, des Toy Story et un peu tout ce genre de choses. Donc c'était très axé sur les combats, les premiers jeux pour les jouets pour garçons, très combat, guerre. Et c'était généralement un peu des héros masculins stéréotypés qui étaient en jeu. Par exemple, le nom de la Game Boy, c'est déjà pas anodin comme nom, Game Boy. Ça indique déjà un peu quelque chose. On va juste voir une petite vidéo au début. Donc c'est une pub à la base pour les magasins U. Et justement, on va la regarder et ensuite on parle. Alors. Les trucs de filles, c'est plutôt rose, plutôt vif, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Les garçons, ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot. Ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dinette.
Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, c'est par exemple, ont des figurines de super-héros. Un château, il est rose, et bah c'est pour les filles. Wow, la chambre trop beau. Moi je vois pas plus. Oh, ça va? Attends, les repas sont prêts. Moi, j'aime tous les jeux de garçons et les jeux de filles. Donc ça, voilà, c'est assez intéressant de voir justement que… Hop là, partie dialectique. C'était assez intéressant de voir justement qu'à la base, il y a un discours qui est intégré, alors que dans la réalité, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Pour reprendre sur les jeux vidéo, on voit que les commerciaux, ils ont un peu suivi la même logique, hein, finalement, de proposer des produits soi-disant destinés pour les filles, parce qu'ils se sont dit qu'il y avait un peu une manne à faire financière à ce niveau-là. Donc à la base, il y avait Pac-Man en 80, qui pour moi est un citron jaune, hein, qui n'est ni un homme ni une femme. Et ensuite, il y a eu Miss Pac-Man. Alors Miss Pac-Man, je ne sais pas si vous voyez, elle a à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme cliché. Elle a les joues rouges, le maquillage, le rouge à lèvres, le ruban, le boa, le collier à perles, les talons hauts, tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est assez intéressant de voir que Pac-Man n'était qu'un citron et qu'elle, elle est vraiment déjà très féminisée. Même le regard sur le côté un peu séducteur, on a tout. Alors, pour pouvoir penser à ça, on va se dire finalement c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme d'une manière générale. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Un garçon de 13 ans est en voiture avec son père quand ils ont un accident. Le père meurt sur le coup et le fils est transporté d'urgence à l'hôpital. Le meilleur chirurgien de l'hôpital est appelé en urgence pour l'opérer. Au moment où il entre dans la salle d'opération, il voit le garçon et il dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Comment est-ce possible? Ouais, exactement. C'est sa mère. Mais la plupart des gens mettent un peu de temps à trouver la bonne réponse d'habitude parce que c'est un chirurgien. On est en train de féminiser les noms des métiers, mais ce n'est pas encore forcément rendu. Et la plupart des gens n'ont pas le réflexe tout simplement de se dire que le chirurgien, ça peut être une femme. Donc moi j'ai été, comme je vous disais, bénévole au planning familial. On a fait une expérience toute simple pendant une formation. On était 20 personnes, donc travailleurs sociaux, moi j'étais psychologue. Et on demande à certains de jouer un rôle et on demande de faire la femme. Et donc, moi personnellement, je n'ai pas bougé, mais la plupart ont fait des trucs du style comme ça. Donc, et quand on dit jouer l'homme, la plupart ont fait des trucs comme ça, les jambes écartées, les bras croisés, le regard un peu comme ça, méchant. Le seul qui n'a pas bougé, c'est moi. On m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas bougé? Parce que je ne peux pas faire la femme, parce que je suis un homme en fait. C'est tout. Mais ils ont tous convoqué les clichés, les stéréotypes. Donc on a au niveau des rôles masculins la notion de force et de froideur. Donc être agressif, ambitieux, énergique, prendre des décisions, se comporter en leader. Et pour les femmes, c'est la notion de vulnérabilité et d'esthétique. Être douce, affectueuse, sensible aux besoins des autres, aimer les enfants et ainsi de suite. Et donc ces deux caractéristiques, on les retrouve dans beaucoup de films des années 70-80 et dans les jeux vidéo. Exactement, on a les mêmes clichés qui se reproduisent dans différents médias. Concrètement, au niveau de la différence, parce que là on peut se dire, la réponse qu'on me donne c'est « mais oui, mais c'est la réalité ». Donc on va quand même casser ça vite fait avant de passer à la suite. Au niveau de la différence des sexes, la différence d'intelligence, de compétences sociales et tout, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes quand on fait des études. C'est surtout qu'on a des groupes d'hommes et des groupes de femmes qui entre eux sont tellement différents que du coup ça fausse complètement la comparaison entre les groupes d'une manière générale. On a quelques études qui favorisent cette croyance, qui disent que des études soi-disant pseudo-scientifiques, qu'il y a des recherches sur le cerveau disant que la biologie dit qu'on est différents, les hommes et les femmes, ce genre de choses. Et on a les bouquins du style « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus » qui sont un recueil de 200 pages de clichés qui valident justement ce genre de choses. Alors des études toujours un peu orientées selon une opinion, finalement un positionnement un peu idéologique.
Donc, et ça sert à légitimer finalement le rôle et la division, la division des genres en fait. Les propriétés qu'on croit être un homme et une femme sont assignées en fait plutôt par la société. C'est vraiment la société qui va attribuer ça et absolument pas le biologique. La seule chose qui dit qu'on est un homme et une femme, a priori à ma connaissance, c'est plutôt les organes génitaux. Après, le reste, ça va être quelque chose qui va être au niveau sociétal. Et en fait, on voit que la notion d'existence de différence, elle est là intégrée dès le petit enfant. Là, on vient de voir les extraits sur la vidéo où les enfants ont déjà, alors qu'ils sont nés en maternelle peut-être ou fin de maternelle, ont déjà intégré justement ça, les stéréotypes et ce genre en fait. Et c'est quelque chose qui est véhiculé par la société et ce qu'on attend. Donc quand on attend de vous quelque chose, ça rentre finalement. Il y a une fameuse étude qui s'appelle l'étude sur le bébé X qui a été menée dans les années 70 par Phyllis Katz. En fait, on met un petit bébé de 3 mois, sans signe distinctif particulier, bien évidemment, parce qu'il a 3 mois, et on le met un pyjama jaune, donc neutre. Et il y a des jouets, il y a un ballon de foot, une poupée et un jouet neutre. Et à certains, on dit qu'elle s'appelle Marie, et à certains, on dit qu'il s'appelle Johnny, en fait. Et quand on fait rentrer les gens, spontanément, ils vont donner le ballon de foot à Johnny et la poupée à Marie. Donc vraiment, ils sont orientés dès la naissance. De la même façon, quand on fait voir une vidéo du bébé en train de pleurer, on lui dit pourquoi ce bébé pleure, donc pourquoi Marie pleure ou pourquoi Johnny pleure. Finalement, ils vont dire Johnny, il a besoin d'exister, il a besoin de prouver qu'il est là, il est énervé, il est en colère. Et Marie, elle est triste, c'est une pleurnicharde, ce genre de choses. Donc vraiment, dès le début, il y a quelque chose qui est assigné. Et en fait, ce n'est pas du coup biologique, c'est ce qu'on assigne au sexe qui va les faire se décaler par rapport à ça en fait. Au niveau… Où j'en suis ? Au niveau d'éducation familiale, donc ça c'est bien évidemment le garçon, on sait qu'il est un garçon ou une fille, mais c'est au début. C'est-à-dire que c'est pas dès la naissance, j'en parlais tout à l'heure, c'est avant même la conception. Si j'ai un garçon, il fera du foot et il va s'appeler comme ça, il aura des copains, il sera bagarreur. Si j'ai une fille, elle fera de la danse, elle sera habillée en rose et ce genre de choses. Donc c'est déjà en amont. Au moment de la grossesse, au moment où c'est le sexe, on commence à peindre les chambres en rose ou en bleu et à mettre les jouets et les poupées qui vont bien et ainsi de suite. Donc c'est vraiment déjà en amont en fait. Après on voit, c'est intéressant de voir que des parents accordent plus d'importance au sexe de l'enfant que d'autres. Il y en a qui ne veulent pas savoir, il y en a qui mettent une chambre jaune ou neutre ou blanche d'une manière générale et avec des jouets neutres, mais c'est quand même pas forcément le cas pour tout le monde. Et du coup, quand le parent a un désir, on attend quelque chose d'un enfant, l'enfant y répond. C'est exactement le même processus qui fait que si un enfant lui dit tout le temps « de toute façon lui il râle tout le temps, il est méchant, il n'écoute jamais rien », il va répondre au désir du parent qui dit si c'est ce qu'on attend de moi, je vais être ça. Donc évidemment, si on attend d'un garçon « il casse tout, il court partout, mais c'est normal, c'est un garçon », oui, non, mais toi tu dois rester plutôt calme, tu es une fille, c'est vraiment l'enfant va répondre au désir du parent qui est explicite et qui est sur un niveau inconscient aussi d'une manière générale. Parent qu'il aura évidemment reçu de son parent et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une reproduction des schémas de ce que je désire que mon enfant soit. Au niveau, on va faire la petite parenthèse Oedipe, bien évidemment. Donc Sigmund Freud, tout le monde connaît à peu près, au moins de nom. Voilà. Donc le complexe d'Oedipe, ça sert en psychanalyse, entre autres, à aussi positionner le genre. Donc au début, le garçon, comme les filles s'identifient à l'objet primordial, donc l'objet d'amour c'est la mère, bien évidemment, parce que c'est la mère qui porte l'enfant. Je commence à avoir un écho là, non? Voilà. Et au moment du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire au moment où je vais, je le fais en gros, schématiquement, désirer mon parent de sexe opposé, je vais donc avoir comme rival celui qui est du même sexe que moi. Et donc le rival, lui, celui qui est capable, qui a la puissance d'avoir celui que je désire, mon rival, je vais m'identifier à lui. Donc je vais adopter globalement les caractéristiques, donc si je suis un petit garçon, les caractéristiques de mon père, si je suis une petite fille, les caractéristiques de ma mère. Sauf que, bien évidemment, comme on fait ça à chaque fois, à chaque génération, l'enfant a adopté les caractéristiques de quelqu'un qui est déjà sexué. D'un homme qui est le stéréotype de l'homme et de la femme qui est le stéréotype de la femme. Donc de ce point de vue-là, le modèle se perpétue justement par rapport à l'identification familiale. Et on voit d'ailleurs que quand on a des parents qui ne sont pas exactement, qui ne rentrent pas dans le stéréotype, les enfants se décalent aussi. Par exemple, on va dire à la petite fille que c'est un garçon manqué, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a un truc sur Facebook où on voit un petit garçon en train de jouer à une poupée. Et en fait, on dit « Ah, mais votre enfant joue à la poupée, vous n'avez pas peur que ce soit un bon père finalement ?» Parce qu'en fait, on se revoit quand on a le modèle familial qui commence à changer et où on a des pères qui commencent à s'intéresser un peu plus aux tâches ménagères et aux soins des enfants.
Les petits garçons suivent justement ce modèle. Sauf que dans l'inconscient collectif, pour l'instant, ça choque encore. C'est pas normal un petit garçon qui joue à la poupée. Ça commence à bouger, hein, ce genre de scène comme on a vu. Maintenant, ça passe beaucoup plus fréquemment. Mais moi, j'entends souvent en consultation des mères qui me disent « Ah bah non, je vais pas lui acheter un ballon de foot, c'est une fille ». Donc ce genre de discours, il bouge, mais il est quand même présent. Je l'entends quand même régulièrement. Donc c'est quand même un peu bien ancré. Alors, revenons aux jeux vidéo, parce qu'on est là pour parler de ça. Donc, si on prend les dimensions des rapports hommes-femmes, dont on vient de parler, mais maintenant dans les jeux vidéo, surtout sur la question de la sexualité. Donc la sexualité, bien évidemment, c'est quelque chose qui fait vendre depuis la nuit des temps. Dans les jeux vidéo, ça n'a pas manqué. Hein. Dans les années 80, on est passé par là. Il y a une société qui s'appelle Mystic, qui s'était vraiment spécialisée dans ce genre de jeu un peu coquin ou plus. Et c'est eux qui ont édité le très controversé Custer Revenge. Alors, Custer Revenge, clac, c'est l'histoire, on voit à peu près, c'est l'histoire, on incarnait un soldat nu qui devait violer une jeune indienne. Donc là, c'était le pire du pire d'entrée de jeu, comme ça au moins c'était réglé, on avait vraiment quelque chose de choquant, on faisait la sexualité et la violence, le viol, on avait tout en même temps. Et en plus, ça prenait en trame de fond quand même le génocide indien, donc on avait quand même un certain enfin, on met le paquet là quand même. Hein. Donc là, bien évidemment, ça peut être choquant. Bien évidemment, ça l'est, c'est le début. Donc ça, c'est pas représentatif, mais c'est celui dont on se souvient pas mal en fait, ce genre de jeu. À côté de cette exception-là, la grande majorité des occurrences de la sexualité dans les jeux à l'époque, c'était plutôt plus ridicule qu'autre chose. Hein. Je vous renvoie, si vous ne l'avez pas vu, à la vidéo du Joueur du Grenier qui fait les jeux érotiques. Et donc on voit tous les jeux sur Amstrad, Commodore et ce genre de choses où, enfin voilà, il y a Astrotite, Orgasmatron, rien que les noms déjà, c'est ridicule en soi. Et là, la place de la femme à ce moment-là, c'est la même que celle dans la pornographie de l'époque et encore pire maintenant, c'est l'objet. Un objet à conquérir, un objet sexuel finalement, mais c'était les rapports hommes-femmes, ça se retrouvait à ce moment-là. Un objet de consommation, donc c'était le réceptacle du désir de l'homme, et l'homme à côté, comme dans la pornographie, il fallait qu'il soit infaillible, hein, il fallait qu'il soit tout puissant naturellement. Donc la représentation de la femme dans la pornographie, c'est aussi parce que c'est destiné à la base à un public plutôt masculin. Le jeu vidéo étant à cette époque encore dans l'idée destiné à un public masculin, on peut penser que la représentation de la femme suit finalement la même logique. Mais ça devrait être un peu modifié des années plus tard quand finalement il y a plus de joueuses qui devaient rentrer dans la donne. Il y a eu à ce moment-là aussi des jeux où c'était carrément ni des hommes ni des femmes, c'était des bouts de corps en fait. Il y avait des jeux où on contrôlait un pénis et on devait gagner des fesses. Donc vraiment là on n'était même plus dans la misogynie, on est carrément dans le mishumanisme, j'ai envie de dire, où finalement on a réduit les rapports hommes-femmes aux objets sexuels. Vraiment on en est réduit à ça. Bon, ça reste des exceptions, mais ça donnait quand même un peu le ton à cette époque-là. Au niveau, si on sort un peu de la sexualité, qu'on prend la représentation des personnages d'une manière générale, voir un peu ce qui les stéréotype. On va revenir aux personnages humains ou anthropomorphes et pas juste au pénis qui gambade dans un jeu de plateforme. Il y a des tentatives de mettre des personnages au cœur d'un jeu. Alors, j'aurais perdu mon fil encore. Il y a eu quelques tentatives, oui, au niveau de mettre des filles en tant qu'actrices du jeu. On a eu, encore une fois, par exemple, le Girls Garden dont parle le Joueur du Grenier, où c'est une petite fille qui devait essayer d'aller séduire l'homme. Donc c'était intéressant parce que pour une fois, c'était un peu à l'envers, ça cassait un peu les clichés. Mais bon, c'était quand même un jeu était basé sur un adultère chez des enfants, c'était un peu complètement décalé. Ça n'avait pas trop de sens, ça fait office vraiment d'ovni finalement au milieu de tout le reste. Alors, au début, on peut penser que les caractéristiques du héros étaient déterminées par les possibilités techniques. Par exemple, vous savez pourquoi Mario a une moustache? Non, vous ne savez pas? Oui, vas-y. Parce qu'ils n'avaient pas dessiné sa bouche en pixels. Voilà, tout simplement parce qu'une moustache était plus gros que la bouche, c'est plus facile, tout simplement. La casquette, pareil pour les cheveux, et la salopette, pareil pour tout le reste. Donc on peut imaginer qu'il y a des caractéristiques techniques qui pouvaient justifier ce genre de choix. Mais en même temps, malgré tout, on voit très bien les cheveux longs et la grosse bouche de Peach à côté. Donc on peut se dire que malgré les caractéristiques techniques qui étaient quand même limitées, on arrivait quand même à faire du cliché. Donc finalement, elle aurait pu d'entrée de jeu être l'héroïne du jeu. Pourquoi pas? Alors il y a d'ailleurs les Giana Sisters, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Giana Sisters à l'époque. Ils avaient pris un peu le contre-pied de Mario, ils ont fait un clone de Mario littéralement. Donc The Great Giana Sisters pour parodier de Super Mario Bros. Et c'était un clone parfait de Mario Bros. Donc Nintendo l'a interdit tout de suite. C'est pour ça qu'il y a eu plein de copies illicites, mais l'original, à mon avis, il vaut très cher parce que ça a été très 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 rare. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que sur la jaquette
Ils ont quand même fait une petite jupe courte pour qu'on voie les jambes, alors que dans le jeu, elle est en pantalon quand même. Donc bon, il y avait quand même… On a essayé de faire neutre, parce que le fait que ce soit une fille, c'était juste pour compenser que les Mario Bros étaient des garçons. Mais quand même, sur la couverture, il fallait que ce soit vendeur, donc on met quand même une paire de jambes. Là, par contre, là où on peut vraiment analyser le truc, c'est que les aventures de Mario et d'autres, ça colle parfaitement avec les schémas des contes de fées. Alors, c'est un héros qui doit aller sauver la demoiselle en détresse du griffe d'un dragon, d'un méchant, ou quelque chose comme ça. Bruno Bettelheim, est-ce que ça vous dit quelque chose? La psychanalyse des contes de fées. Alors Bruno Bettelheim, qui a écrit Psychanalyse des contes de fées, en fait, il a analysé dans son livre, et c'est très intéressant. Moi, j'essaie de me baser là-dessus pour essayer justement d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans les récits sous-jacents de films récents, de comics, de mangas ou de jeux vidéo, selon la même idée, c'est qu'au final, les histoires qu'on peut lire, des contes de fées classiques ou plus récents, traduisent quand même quelque chose au niveau inconscient, de la même façon qu'on peut expliquer le scénario d'un rêve en termes de quelque chose qui se joue d'inconscient. Il y a un autre ouvrage de référence, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, l'idée, c'est qu'il part du principe qu'il y a un monomythe, c'est-à-dire que tous les récits actuels sont en fait une variante d'un même récit. Le monomythe, c'est souvent l'histoire d'un jeune homme, par exemple. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a un personnage. Alors, le personnage, c'est le jeune garçon, Luke Skywalker, Harry Potter, ça marche un peu avec tout le monde, qui est appelé à l'aventure. Ça, c'est le début. Ensuite, il rencontre des épreuves. Donc, ça, c'est toujours le cas. Il est soit avec un sidekick, c'est-à-dire le compagnon, R2D2, l'âne de Shrek, ou qui vous voulez, qui marche pareil. Et généralement, il y a un mentor, Obi-Wan Kenobi, ou dans Harry Potter, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui l'aide. Ensuite, généralement, il atteint un but. Alors, il trouve la force, il trouve la Triforce, le 7e sens, ce que vous voulez. Et généralement, il a une meilleure connaissance de lui. Et ensuite, il fait le retour à la vie normale et généralement, il se sert de ce qu'il a appris pour faire le bien. Donc ça, bon là, je l'ai résumé en 5 étapes. En vrai, il y en a à peu près 17. Mais ce monomythe, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Et George Lucas, il a dit ouvertement qu'il s'est inspiré de ce livre pour faire la première trilogie de Star Wars. Donc c'est assez intéressant. Si vous lisez le bouquin et que vous regardez le film en même temps, c'est vraiment Star Wars, c'est vraiment transparent. On suit vraiment toutes les étapes. Et quand on regarde pas mal de films américains, on voit vraiment ces clichés qui reviennent en fait. Si à côté de ça, donc, on a parlé donc, de ce qui est sous-entendu dans les contes en général, des lectures, des scénarios, du monomythe de Joseph Campbell, et si on regarde Sigmund Freud, de son côté, Freud, dans l'interprétation des rêves, donc qui est vraiment un de ses ouvrages les plus important, on va dire, qui date de 1900, 650 pages, hein, c'est le Seigneur des Anneaux en termes de volume quand même, enfin juste un volet mais quand même. Et donc il explique plein de choses, il donne énormément d'éléments de rêve et il parle à un moment qu'il y a des éléments dans les rêves qu'on peut considérer comme symboliques. Alors, on n'est pas dans Marie-Claire ou Jeune et Jolie, comme c'est pas ça veut dire ça, hein, bien évidemment. Mais il se dit qu'au bout d'un moment, quand le patient élabore son rêve et qu'il arrive au bout et qu'on n'arrive pas à en faire quelque chose, peut-être qu'on peut se dire que certains éléments peuvent être récupérés et peuvent justement aider le patient à aller de l'avant. Donc généralement, il y a des éléments qui sont phalliques, donc qui représentent le sexe masculin, des armes à feu, des épées, tout ce genre de choses, des battes de baseball, enfin tout ce qui est contondant et qui traverse le corps d'une manière générale. Et des éléments qui vont être plutôt féminins, qui représentent plutôt le sexe féminin, donc la mer, M-E-R, les grottes par exemple, et des trucs un peu plus étonnants comme des escargots, enfin bon, ce genre de choses. Alors c'est donc un complément comme on l'a dit. Et un des jeux les plus connus à l'époque, c'est Zelda. Alors Zelda, je ne sais pas si vous voyez la représentation de l'épée sur la NES. Bon, c'est une NES, donc forcément je veux bien qu'il n'y ait pas de détails, mais bon. Bon, je les ai mis face à face pour que ça soit parlant, mais on est vraiment dans ce genre de choses qui correspond à tout ce que je viens de parler dans les 3 livres précédents. Donc on a le jeune Link qui est adolescent au début, qui n'a pas d'épée, parce que c'est un enfant, qui acquiert l'épée parce qu'il devient adolescent. Donc je vous laisse comprendre la métaphore hein, de j'ai une grosse épée. D'ailleurs, dans Zelda, à ma connaissance, enfin je me souviens surtout de Zelda 3, mais l'épée évolue au fur et à mesure du temps, elle devient de plus en plus grosse et de plus en plus puissante. Voilà. On a toujours dans les contes la référence d'Excalibur, comme celle qui est ultime, qui est généralement l'épée de l'ancêtre, l'épée du père, qui lui était puissant parce qu'il avait la mer. Donc au niveau métaphore, voilà. Donc lui il a Excalibur dans celle-là, dans Secret of Mana c'est l'épée Mana, et dans les autres jeux ça doit être quelque chose d'équivalent. Et donc lui, il doit accomplir des périples pour aller tuer donc Ganon. Alors, Ganon, comme tous les autres méchants des jeux, c'est le symbole un peu du père tyrannique de la Horde. Alors, j'explique. Freud a écrit un livre qui s'appelle Totem et Tabou pour expliquer un peu comment on en est arrivé dans notre société à quelque chose qui est l'interdit. Alors, les interdits de l'inceste, du meurtre et du cannibalisme.
bon, qui commence un peu à tomber d'ailleurs, soit dit en passant, dans notre société postmoderne. Et il est parti du principe, donc il a utilisé un mythe, quelque chose qui n'a pas existé réellement, hein, qui est finalement un peu aussi mythique que le Adam et Ève dans la Bible, mais qui donne des pistes de réflexion, qu'il y a eu un père tyrannique, c'est-à-dire le père qui était tout puissant dans la horde, et qui contrôlait tout, qui maltraitait tout le monde, et qui avait toutes les femmes. Et en fait, ce père tout-puissant, pour pouvoir être battu, il a fallu que les fils se liguent entre eux, et en étant plus nombreux, qu'ils le tuent, qu'ils le mangent, et ensuite qu'ils récupèrent les femmes. Et donc ils ont interdit derrière le meurtre, le cannibalisme, et on était obligé d'aller chercher les femmes à l'extérieur, c'est-à-dire pas dans le cercle familial. Donc l'idée vient de là. Et donc on voit vraiment que le héros, il va justement aller tuer ce méchant qui à la base est vu comme tout puissant. Il y a pas mal de jeux vidéo où on voit le méchant au début qui est impossible à abattre, et après la quête, quand on le retrouve à la fin du jeu, on a l'épée, on a la puissance, on a l'expérience, on a ce que vous voulez, on arrive à l'abattre à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette idée-là du père tout-puissant qui est repris dans Zelda, entre autres. Hop là. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Mais c'est assez intéressant de voir que normalement dans les contes de fées classiques, il y a quand même des adolescentes normalement. On a Réponse, on a plein d'autres femmes qui ont un rôle. Dans le héros mille et un visages, le monomythe, c'est plutôt des garçons déjà, c'est ce qui avait été critiqué d'ailleurs. Et on voit que dans la société des années 80, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo, les garçons cognent et les princesses attendent sagement dans le donjon. Généralement, c'est à peu près pareil. Que ce soit Mario, Link, les Doubles Dragons, le Prince de Perse, Arthur de Ghouls and Ghosts, c'est à peu près tout le temps la même chose à quelques exceptions près. Donc généralement, il y a des auteurs qui disent voilà, la place de la femme reste reléguée au second plan, à côté du héros principal. C'est généralement qui sauve la princesse. Donc là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment la passivité de la femme qui attend gentiment de se faire délivrer. Alors, le pire, c'est Peach, hein, ça fait 30 ans qu'elle se fait délivrer, hein, donc quand même. Alors maintenant, elle devient plus active, on va le voir tout à l'heure, mais c'est quand même globalement, maintenant, c'est parodié sur Internet, hein, quand elle se fait enlever, au bout d'un moment, c'est l'habitude, quoi. C'est presque un gimmick, c'est quelque chose de comique qui revient. Et à côté, on a l'hyperactivité masculine, parce qu'il faut bien aller la chercher, la princesse. Alors quand on parle du prince de Perse, par exemple, ça reprend les Mille et une nuits, donc on peut se dire que forcément ça reprend un conte classique, mais sur le même schéma. Après, il y a quand même énormément de jeux. Les Doubles Dragons, c'est quand même assez grandiose. Double Dragon, c'est deux mecs qui vont se battre pour aller sauver la fille, et quand ils ont la fille, ils se battent entre eux pour savoir lequel des deux va l'avoir. Donc bon, au bout d'un moment, on peut pas, je pense, faire plus cliché. Peut-être qu'on peut demander l'avis à la fille avec lequel des deux elle a envie, au lieu de se battre et de décider finalement de prendre l'objet comme si c'était une médaille ou une coupe, quoi. Donc bon, on est vraiment dans les gros clichés. Et donc finalement, encore une fois, on reprend les injonctions de la société, de la femme passive et l'homme hyperactif. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'on parle de jeux vidéo, mais au niveau manga, c'est quand même pas mal. Hein. Les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya, c'est quand même 5 mecs, 5 adolescents qui vont aller sauver une princesse, enfin une déesse en détresse. Sauf que si vous avez suivi la série jusqu'à la fin de Hades, elle n'est pas du tout en détresse. Elle peut se débrouiller toute seule en vrai depuis le début. Mais non, c'est pas grave. Les chevaliers, donc, qui sont des chevaliers parce qu'ils ont le droit, parce qu'ils sont des hommes. Et quand on a des femmes qui ont les caractéristiques de la puissance, il faut les masquer. Les chevaliers femmes sont masqués. C'est pas anodin l'histoire du masque pour masquer ce qu'on doute, le regard. Alors le mythe ça me fait penser au mythe de la Méduse, donc dans la mythologie. La Méduse avec Persée, ça vous dit quelque chose, ça je présume. Alors ça dit quoi la Méduse? Ça raconte quoi? Au sens premier déjà, après je vous fais l'autre. Non, personne ne veut me le résumer, personne ne se lance. Ouais. Voilà. Si jamais elle vous regarde dans les yeux, elle vous transforme en pierre. Alors c'est intéressant, c'est que Freud expliquait dans le rêve que parfois, il suffit juste d'inverser les rôles. Ce qui veut donc dire que si un homme regarde la femme, il devient dur comme de la pierre. Bizarrement, tout de suite, on a compris peut-être un peu plus la métaphore qui est là. Donc il y a vraiment ce danger de la femme qui va susciter un désir. Ça, c'est quelque chose, alors je le dis avec des... Coupe la caméra. Je le dis avec des pincettes, c'est une idée qu'on retrouve dans la religion que la femme est la tentation, hein, vraiment. Que quand on regarde la femme, c'est elle qui va susciter un désir qui serait malsain. C'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines religions. Donc l'idée est là. Et donc, ça se joue vraiment par l'idée du regard. Et donc les chevaliers dans les Chevaliers du Zodiaque, les femmes portent le masque. Donc pour pas qu'on convoise justement le regard. Par contre, quand on a un chevalier qui est très efféminé, qui a toutes les caractéristiques de la fille, donc on m'a dit tout à l'heure, la caractéristique de la faiblesse, de la passivité, en l'occurrence Shun, lui par contre on s'en fout, c'est un garçon, il a un sexe, donc il a le droit d'être le chevalier d'Andromède, ça porte pas de problème, mais on souligne quand même, l'armure est rose, il y a ce genre de choses. Et accessoirement, c'est assez drôle de voir le revers quand même de la médaille, c'est que si vous regardez Hadès à la fin, vous voyez que finalement la princesse Saori et Shun n'étaient pas forcément les plus passifs et que c'était justement eux les plus puissants. Bon, je ne spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas vu jusqu'à la fin, mais l'idée est vraiment là. Mais la saison d'Hadès, elle a été sortie en 2000. Enfin, elle a été peut-être dessinée un petit peu avant, mais c'est beaucoup plus récent que les années 80. Pareil, hein, dernier cliché, Dragon Ball, à ma connaissance, il n'y a pas de femme Saiyan.
Alors on en voit dans un OAV avec Badak, on voyait quelques femmes Saiyan, mais tous les baraqués, c'est tous des grands blonds, c'est tous des hommes. Hein. Donc voilà, accessoirement, le stéréotype qu'il faut devenir un grand blond pour être plus puissant, d'ailleurs, ça renvoie à d'autres idées. Mais bon, c'est que des hommes. Les humaines, c'est Videl et Chichi, et qui ont des rôles vraiment… Il y a des rôles de combattantes, mais au niveau puissance, c'est vraiment… voilà. Quand on a des humains qui rentrent dans le combat, comme Krillin et Yamcha, à la fin de compte, c'est vraiment une puissance largement au-dessus. Donc les mangas, ça suit globalement le même moule. Alors les mangas pour adolescents. Après, on va avoir des mangas pour les filles. Alors au Japon, c'est vraiment bien déterminé. Il y a des noms particuliers, shonen, enfin je ne connais pas bien les différences. Et donc du coup, c'est vraiment, il y a des mangas pour les filles, des mangas pour les garçons. Et pareil, les mangas pour les garçons, ça castagne. Les mangas pour les filles, c'est des histoires d'amour généralement. Même si, a priori, maintenant, ça commence un peu à bouger, mais bon. Pour en venir sur les jeux vidéo, en 86, on a Metroid, qui à la fin du compte, on se rend compte que Samus est une femme. Mais là, par contre, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque finalement, elle est en armure tout le temps. Il y a quelques exceptions. Il y a des jeux comme Maniac Mansion, par exemple, où Maniac Mansion, on a des personnages hommes ou femmes. Ça ne change rien. Que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Donc ça, c'est vraiment un des jeux où il y a quand même quelques qui sortent du cliché. Alors je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est peut-être pas un jeu d'action et qu'il y a un point and click? Alors les point and click, c'est le jeu d'aventure, on cherche des éléments en cliquant dessus. Peut-être que c'est les jeux d'action qui collent aux stéréotypes des histoires d'action et des films d'action, et que les point and click, ça sort un peu du lot justement parce que c'est pas le même genre. Ben non quand même, hein, parce que dans les point and click, on a une foule de point and click coquins. On a les Ursut Larry pour ceux qui connaissent, où c'est un petit bonhomme qui doit aller essayer d'avoir dans un premier temps des prostituées, enfin un peu de tout, il doit aller prendre un préservatif, pas se faire voir par la police, enfin ce genre de choses. On a des jeux, bon pour toujours, je fais la référence à la vidéo du joueur de grenier, on a Brad Stallion, donc Brad l'étalon qui doit aller conquérir des femmes dans la planète. Donc ça reste des point and click, mais il y a vraiment cette idée d'un héros masculin qui va acquérir l'objet femme. Donc finalement, le genre, je pense que le genre de jeu n'a rien à voir dans l'histoire. Alors, toujours objectalisé. Alors, on commence dans les années 90 à changer un peu de registre. On a les premiers jeux de combat, enfin les premiers jeux de combat qui ne sont pas les premiers, mais les premiers où on parle de ça, on a Street Fighter et Mortal Kombat, où on a vraiment des filles qui rentrent dans le casting et qui ne sont plus les demoiselles à sauver, mais qui font partie du casting. Donc, on a Chun-Li dans Street Fighter et on a Sonya Blade dans Mortal Kombat. J'ai failli avoir un trou. Donc là, on peut se dire que est-ce qu'elles sont là parce qu'elles veulent favoriser l'adhésion du public féminin, peut-être en se disant que si on met des filles, les filles joueront peut-être, ou alors finalement, c'est finalement le reflet de la société où au début des années 90, on se dit peut-être que les femmes, elles ne sont pas si passives que ça, elles commencent vraiment à prendre un rôle un peu plus actif dans la société, et donc on leur donne, le jeu vidéo sera à ce moment-là le reflet de la société. Toujours est-il que Chun-Li, ça a quand même été un objet de fantasme à l'époque. Alors, on ne sait pas trop comment ni pourquoi quand on voit les jeux actuels, parce que du coup, c'était quand même relativement propre à l'époque, on va dire. Hein. Propre entre guillemets, c'était habillé normalement, rien à voir avec les représentations actuelles. J'ai oublié de faire défiler le PowerPoint, du coup. Hop là. Chun-Li et Camille. Et en fait, c'était une femme qui était quand même phallique, c'est-à-dire qu'elle était puissante, mais le côté puissant du personnage, que c'est une femme forte, elle était quand même relativement occultée. Et quand on voit Chun-Li, les représentations, c'est toujours la femme avec des seins, des jambes, ce genre de choses. Et le côté qu'elle est quand même forte dans le jeu, qu'elle se bat et qu'elle est costaud, ça c'est pas, enfin en tout cas à l'époque, c'était pas forcément qui était le plus saillant. On peut ensuite dire par exemple personnage comme Camille. Camille qui à la base quand elle se retournait était en maillot, elle avait un maillot qui est devenu de plus en plus un string au fur et à mesure des années et avec des fesses de plus en plus larges. Et en même temps qu'on avait des fesses de plus en plus larges, on avait des Ryu et Ken et les autres qui avaient des bras de plus en plus baraqués, des pectoraux de plus en plus monstrueux. À la fin on avait des personnages comme Kratos, Duke Nukem qui étaient vraiment très niveau de musculature. Donc au plus les femmes devenaient stéréotypées, hyper sexualisées d'un côté et au plus les hommes devenaient hyper virils de l'autre. Donc au final on est passé de passivité et puissance à hypersexualisation et puissance toujours au final. Donc voilà. À côté de la demoiselle et détresse, on est passé aussi au boulet de service. Donc c'était pour moi ça va un peu avec. Hein. Alors c'est Navy dans Ocarina of Time, et Alyson qui était le boulet qui ne servait strictement à rien, ou Ashley dans Resident Evil 4 qui vous a gonflé tout le long de l'aventure généralement. Donc au final, c'est plus la demoiselle en détresse puisqu'elle est dans l'aventure avec le héros, donc elle prend le rôle du sidekick, de celui qui aide le héros, mais au final, le boulet de service, c'est la fille quoi au final. C'est pas un garçon, bizarrement. Donc là, on n'y était pas encore. On arrive ensuite en 96. Alors là, on va avoir des choses à en dire de cette dame. Lara Croft. Alors, il y a eu pas mal de choses écrites, donc Eidos Interactive. Les concepteurs, ils ont créé un personnage pour, à la base, intéresser un public aussi féminin que masculin.
Donc ils se sont dit, bah, le rôle du personnage qui est puissant, qui se débrouille, qui est autonome, ça va être elle. Donc effectivement, elle saute, elle a des flingues, elle se débrouille, elle tue des dinosaures, elle peut à peu près tout faire. Donc a priori, c'est bon, ça devrait être bon. Mais sauf que ça ne marche pas en fait, parce que cette héroïne, elle a un corps qui est complètement irréel. À l'époque, elle était sur la PlayStation 1, donc c'était quand même relativement des triangles, c'est sa poitrine, un peu à la Jean-Paul Gaultier. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, on fait une femme qui a les mêmes capacités que celle qu'on a saignées à un homme, elle est autonome, elle est puissante, mais dans un corps hyper sexualisé. Pourquoi au final? Est-ce qu'il faut avoir un corps irréel pour être puissante au final, ou qu'est-ce qui se joue là? Et donc au final, on a commencé à se dire que c'était finalement une poupée érotique quoi finalement. Les gens ils la déplaçaient et c'était vraiment plus un objet de fantasme et les filles ne sont pas forcément identifiées à cette fille au corps complètement irréel. On l'a vu au cinéma sous les traits d'Angelina Jolie, mais au final ça n'a pas forcément servi plus à faire prendre elle s'est vraiment restée cette femme objet, la femme parfaite, irréelle tellement à ce point-là, mais finalement qui reprend les injonctions de la société. À l'époque, c'était vraiment l'injonction à la passivité, et dans les années 90 et maintenant, on commence à dériver sur c'est plus soit belle et tais-toi, c'est soit plus que belle, et un corps parfait finalement, et soit active sexuellement, mais comme il faut, pas trop. Il y a vraiment des injonctions qui sont complètement paradoxales de ce point de vue-là. Et Lara Croft, ça a été vraiment le premier maillon qui représentait ça en fait. C'est à partir de ce moment-là, je vais dire que non, mais en tout cas moi c'est sur internet à ce moment-là que j'ai commencé à voir les premières images, alors je ne sais même pas comment ça s'appelle parce que pour le manga on appelle ça du hentai, donc les mangas pornographiques. Quand c'est des images de synthèse, je ne sais même pas s'il y a un nom pour décrire ça, mais des images pornographiques à partir d'images de synthèse. Donc là, moi, j'ai jamais eu un patient qui m'a raconté ça. Mais j'aimerais vraiment avoir un patient qui vient me voir, qui me dit qu'il fantasme sur ce genre de choses pour comprendre ce qui se joue derrière. Parce que moi, là, ça me dépasse un peu d'arriver à fantasmer sur des dessins ou des images de synthèse. Alors autant quand j'ai regardé ça dans les années 90, j'étais mort de rire quand je voyais ce genre de choses. On m'avait donné un manga hentai avec Street Fighter. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de choses? Mais j'avais personne qui me disait, ça me fait fantasmer. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se joue derrière parce que ça, je ne comprends pas, effectivement. Si on a des pistes de réflexion, je veux bien que vous les partagiez avec moi parce que moi, ça me… Voilà. Ce personnage, Lara Croft, on en reparle plus tard dans son évolution récente qui change la donne, mais on va en reparler tout à l'heure. En même temps, au Japon, on a les eroge, donc les erotic games qui sont légion, donc c'est vraiment une culture chez eux. C'est vendu comme des véritables simulateurs de séduction et souvent des hommes qui doivent toujours conquérir l'objet femme. Et moi, ça me fait assez halluciner de voir justement que la subtilité des relations humaines et de la séduction entre les hommes et les femmes arrive à être réduite à des algorithmes finalement, où dans un jeu, on peut avoir finalement 4 réponses à chaque fois et selon ce qu'on fait, on peut arriver à séduire la jeune fille ou pas. Donc on a les rapports hommes-femmes qui essayent de se dire voilà, simulateur d'une réalité, mais tellement stéréotypé et cliché qu'au final on n'y est pas. Et c'est vrai que j'ai du mal un peu à saisir l'intérêt de ce genre de jeu. Après, en Europe, moi j'en ai pas trop vu, donc je ne peux pas en dire grand chose encore une fois par rapport à ça. Ensuite on arrive aux années 2000, et alors là on passe sur un autre genre, on revient au point de départ, les jeux sexués. Alors, on a vu que les jeux, c'était les petites filles qui jouaient à la poupée, à la dinette et les garçons qui jouaient à ça. Et puis ils se sont dit, bah, finalement, on va essayer de faire pareil avec le jeu vidéo. Et donc, on a des gros clichés comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les Sims, Animal Crossing, Nintendogs et alors les Léa. Les Léa, c'est juste grandiose. Alors, Léa, passion bébé, Léa, passion mode. Qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Je ne sais plus ce qu'elle fait. Alors, la mode, les bébés, les vacances, les soins esthétiques, le métier d'institutrice, le maquillage, la cuisine et la danse. Bon, il n'y a pas biker, chef d'entreprise, karatéka, bizarrement. Oui, exactement. Et c'est ça qui est assez drôle. Donc en fait, ils se sont dit, on va essayer de toucher un public. Donc c'est Electronic Arts qui a eu l'idée en 2000. On va faire les Sims. On va essayer de toucher un public féminin. Alors ils ont pris le cliché. Ils se sont dit, alors les filles, elles aiment quoi? Jouer à Barbie et Ken dans une maison. On va faire la même chose. On va faire un jeu où il n'y a rien et il faut jouer à Barbie et Ken dans une maison. Et donc ils appelaient ça une simulation de vie où le joueur crée son avatar et il l'installe dans une maison, fait revivre et rencontrer d'autres Sims, ce genre de choses. Et on s'est rendu compte qu'à l'époque, 70% des joueurs des Sims étaient des femmes. Alors c'est intéressant, on se dit là ça marche. Il y a quelque chose qui prend de ce point de vue-là. Mais déjà, il y a l'idée que c'était vraiment ancré dans les clichés, donc il y a vraiment peut-être effectivement l'idée commerciale a fonctionné. C'est-à-dire c'est un jeu pour les filles, au début ça a marché. Les filles qui avaient l'habitude, petites filles, d'aller se diriger vers des jouets féminins ont suivi un peu le mouvement.
En tout cas au début. Et c'était quelque chose voilà, qui était vraiment basé sur les jeux enfantins féminins. Donc comme on le disait, les dialogues, les rencontres, l'interaction et pas la castagne du meilleur général. Je sais que certains psychologues se servaient de ce jeu en thérapie. Par exemple, le seul dans les Sims 1 en tout cas, le seul moyen de tuer quelqu'un, on ne pouvait pas tuer les personnes, c'était de le mettre dans la piscine et d'enlever l'échelle. Et il mourait de fatigue noyé. Et donc, ah oui, il fallait faire les murs aussi voilà, pour l'empêcher de sortir, je ne savais pas ça. Donc du coup, et il y a des patients qui ont réussi à créer ce genre de choses, ils voulaient justement tuer dans ce genre de jeu de simulation, tuer des personnes. Et donc c'est vrai que ça peut être vachement projectif, ça c'est intéressant, c'est que du coup on peut recréer un milieu finalement, on projette quelque chose. Moi les Sims quand c'est sorti ça, j'étais beaucoup plus jeune du coup en 2000 et j'avais joué à ça avec ma compagne avec qui j'étais à l'époque, qui elle avait créé un foyer avec donc 2 personnes et le bébé, les machins et tout. Et moi, quand j'avais joué, je m'étais mis seul. Et la première chose que j'ai fait, c'est d'aller conquérir la voisine d'à côté et d'aller conquérir celle de droite pour essayer de mettre tous les trois ensemble. Donc c'est assez drôle de voir qu'on peut projeter vraiment quelque chose d'un fantasme. Mais encore une fois, là, sur ce que je viens de dire, c'est un fantasme cliché. Donc il faut bien dire que nous, on a intégré ces clichés malgré le fait qu'on le sache. Donc c'était assez drôle, effectivement, ça a vraiment la dimension de quelque chose de projectif, celui-ci. Et ensuite, on a vu tous les jeux, donc Animal Crossing, Nintendogs, la série d'Eléa, comme on a dit, puis il y en a plein, il y a Alexandra Lederman, tout ce genre de choses. Donc, c'est des jeux sexués qui plaquent vraiment complètement aux homologues physiques, donc les jouets pour les petites filles et les jouets pour les petits garçons. Enfin, au niveau des jeux, l'évolution qu'on a eue, c'est la console Wii, qui a finalement touché beaucoup de monde, des gens qui n'étaient pas des joueurs à la base, et finalement sur des jeux, je dirais, qui ne sont pas sexués. Parce que finalement, aller faire un tennis dans une soirée entre potes ou aller jouer de la guitare en Guitar Hero, bon pas que la Wii, hein, mais du coup c'est tous les jeux qui ont été dans le même genre, finalement ça parle pareil à tout le monde, c'est pas sexué et justement ils ont réussi à ouvrir quelque chose. Alors je pense que le fait que ce soit pas une manette de jeu mais que ce soit une Wiimote a vraiment changé la barrière de l'accès aux jeux vidéo et du coup tout le monde, tous les âges et tous les genres ont vraiment pu aller accéder aux jeux d'une manière générale. Et je pense, arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord, qu'ils ont réussi à faire quelque chose de pas trop sexué, on va dire, de ce point de vue-là. Et le fait de pouvoir jouer avec Internet, justement, ça a permis d'aller évoluer de manière plus générale, d'avoir accès à plus de gens, plus de joueurs. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, 48% des personnes qui jouent sont des femmes. Alors entre 48 et 52, ça dépend des sondages. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2014. Et en fait, on a quand même des stéréotypes qui sont de plus en plus présents. Alors, il y a des jouets qui sont de plus en plus sexués, donc on avait ça, hein, mais ça continue après derrière. Donc là, l'équivalent masculin. Bon, Duke Nukem, c'est un peu une parodie, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais alors Duke Nukem, il a son flingue en or qui est pointé au niveau de son entrejambe. On a la main de la fille qui est sur le côté, on a le gros cigare, les lunettes, l'explosion, on a le cliché. On a Kratos en haut qui est vraiment le stéréotype du barbare qui va crier. On a l'armure de Crysis en bas qui reprend les tissus musculaires, vraiment. Et les Call of Duty avec je suis militaire, j'ai des flingues, je tue tout le monde. Vraiment ce genre de choses. Tac là. Et là, on arrive là. Alors là, c'est à peu près ce genre de choses dont on a maintenant. Alors en haut, c'est Rainbow Mika de Street Fighter V qui vient juste de sortir là il y a un mois. Hein, où il est d'ailleurs en démonstration en bas si vous voulez jeter un œil. Avec des seins gros comme ça qui tiennent tout droit, un string et sa super combo, son ultra, je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle est avec une autre copine catcheuse et ils éclatent à deux la tête de l'homme avec les fesses. Donc là, on est vraiment dans… Enfin, je ne sais même pas si on peut faire référence à de la pornographie avec ce genre de choses. Enfin, on est vraiment dans le cliché. Les femmes de Mortal Kombat, alors qui sont vraiment… Là, c'est les versions de base des costumes. Hein, il y a pire dans les DLC. La femme Lollipop de GTA, en train de sucer une sucette avec le regard sur le côté, avec le t-shirt qui est là, comme ça et tout. Et alors, le cas extrême en bas, bien évidemment, Dead or Alive Beach Volley. Alors, Dead or Alive, à la base, c'est un jeu de combat. Et ils se sont dit, tiens, si on allait faire un spin-off en faisant jouer au volleyball. Sauf que, personnellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait me parler du gameplay de ce jeu, en fait. Dans tous les articles que je vois dans la presse, oui, il y en a un. Dites-nous, je vous écoute. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Parce que moi, la seule chose que j'ai entendue dans la presse spécialisée, c'est les costumes des micro-maillots finalement des joueuses et les caméras qui s'attardent vraiment sur les gros plans, sur les fesses ou ce genre de choses. Donc, non, mais c'est pas grave, on est entre nous, hein, vous inquiétez pas, c'est pas comme si c'était filmé. La caméra est sur moi, il n'y a pas de problème. Oui. En fait, j'ai essayé d'y jouer à ce jeu. Ah, il y en a un. Il faut convaincre les joueuses de participer à un match de volley, mais on leur offrant des cadeaux. Ah, mais moi je croyais que c'était quand même sous couvert de simulation de volleyball, même pas en fait. On peut jouer, vraiment, c'est actif. Pas tout de suite en fait. Il faut d'abord un petit peu séduire les
Ah oui, donc d'accord, c'est même pas caché, c'est plus un eroge, donc un erotic game, qu'un jeu de simulation sportive. Même plus c'est caché en fait, j'avais pas compris ce point de détail en fait. Ok, d'accord. Et donc on a vraiment donc, les jeux, on a les Sims, Think Tank Dome, les Passion et tout, la maison du style Alexandra Lederman, qui s'oppose au FIFA, Call of Duty et à tout ce genre de choses en fait. Mais en fait, dans le marché actuel, il semble que les gamers ne soient pas forcément attirés par les produits filles. Donc les jeux que je viens de citer, les Sims et compagnie, et que en fait, donc là on voit que le marketing il a ses limites. Alors les jeux pour les filles, personnellement, encore une fois, en termes de gameplay, je ne les connais pas vraiment, mais de ce que j'ai vu dans les tests, j'ai pas l'impression que ce soit très riche en termes de gameplay. Donc du coup, c'est logique qu'une femme qui veut jouer va jouer aux jeux qui sont les plus intéressants en termes de gameplay et va donc se diriger à ceux qui sont entre guillemets destinés à un public masculin. Et donc on peut voir que les jeux, si ça se vend, bah, c'est que ça s'achète. Hein. Donc ils sont bien vendus et c'est généralement des petites filles qui jouent à ce genre de jeu. Ce qui veut donc dire que c'est des parents qui achètent aux petites filles des jeux qui correspondent aux stéréotypes qu'on a vus au début. Donc les jeux vidéo continuent à suivre le même moule, même des années et des années après finalement. Donc on en est là. Donc, hop là. Donc comme je le disais, ben, du coup je me suis avancé. On est passé de la passivité à l'hypersexualisation du corps, CF ça. Donc comme Tomb Raider c'était un cliché physique et c'est plus forcément le rôle de demoiselle en détresse. Donc les images blablabla, ça c'est bon. Alors on a quelques exceptions. On a par exemple Peach et Zelda qui sont apparus de manière de plus en plus autonome. On a le jeu vidéo sur DS qui s'appelait Super Princess Peach, ça vous dit quelque chose, qui était finalement un jeu de plateforme où c'était Peach l'héroïne. Sauf que, raté quand même, là où des hommes vont avoir des flingues ou des boules de feu, ce genre de choses, elle, ses super pouvoirs, c'était ses émotions. Donc elle était soit très en colère, soit elle pleurait, soit elle avait peur ou je sais plus quoi. Oui. Alors, c'est exactement le point que j'allais soulever à la fin, vous avez raison. Dans le début des années, non, c'est pas grave, mais on va en parler maintenant. Dans le début des années 70, c'était beaucoup de développeurs qui étaient hommes, ce qui explique finalement ça, qui parlent avec leur inconscient. Et malgré le fait que le marché de l'emploi est censé être mix et c'est ouvert à tout, c'est quand même assez un milieu relativement fermé. Donc effectivement, on a aussi tant les développeurs que les commerciaux, du coup, parce que forcément, c'est plus les développeurs qui font un jeu tout seul, qui parlent encore avec leur représentation, leur inconscient. Donc vous avez raison. Peut-être si le marché était plus ouvert aux femmes, était plus féminisé, ça commencerait à bouger de ce point de vue-là. On voit que ça commence un peu à bouger sur certains jeux vraiment récents. Donc il y a de ça. Donc vous avez raison, ça c'est vraiment une caractéristique du marché. Mais du coup, encore une fois, on voit que les personnages, enfin les personnes qui créent le jeu sont ancrées dans les stéréotypes et les clichés inconscients, les contes que je viens d'élaborer au début finalement. Donc effectivement, on reste là. On en est encore là. Et donc, qu'est-ce qu'on avait? Oui, donc Zelda, par exemple, elle apparaît de manière un peu plus autonome dans Ocarina of Time et dans Smash Bros. Sauf que quand elle est autonome, elle est déguisée en homme. Dans Ocarina of Time, elle est sous les traits de, je ne sais plus comment il s'appelle ce personnage, Shake. Donc, elle est pas en jupe, elle est vraiment en ninja. Donc, c'est assez intéressant de voir que pour qu'elle soit autonome, il fallait quand même faire quelque chose pour que ce soit autrement. Il y a quelques jeux qui font quand même exception. Hein. Donc, on a le Life is Strange, par exemple, où on a un personnage qui s'appelle Maxine, qui est censé être une femme définie comme normale. Elle existe par elle-même, elle a des émotions, la psychologie des personnages est quand même élaborée. Mais c'est assez drôle, hein, parce que cette personne qui est normale, qui n'a pas des formes à la Lara Croft ou à ça, à la fin du compte, elle est jeune, blanche et jolie. Bon. Et mince, voilà, c'est ça qui me manquait. C'est assez drôle de constater, parce que par exemple, Mario, il est un peu en surpoids, par exemple. Dans Street Fighter 4, on avait le personnage de Rufus qui était en surpoids. Donc c'est des hommes qui sont en surpoids, ça ne pose pas de problème. Pourquoi il n'y a pas d'héroïne en surpoids? Si on a envie qu'il y ait quelque chose de neutre, finalement, elle pourrait être en surpoids aussi. Ben là, moi, à ma connaissance, je ne sais pas, ça n'existe pas. Et c'est assez intéressant de se voir ce genre de jeu. Parce que j'ai cherché dans ma tête, je me dis, est-ce que dans un jeu vidéo, on voit une femme qui est en surpoids? Le seul exemple que j'ai trouvé, c'est dans Dead Rising 3, et c'est un psychopathe, qui est une femme qui est, alors là, elle est en obésité morbide, du coup. Donc du coup, pour faire voir qu'elle est détestable, méchante et en l'occurrence folle, il fallait qu'elle ait un physique qui soit désagréable en fait. Donc on est vraiment de ça. On n'est pas du tout dans une représentation, il faudrait que ce soit neutre. Il faudrait que ce soit un peu de tout. Oui. Ah, un contre-exemple, je veux bien. Très léger, mais du coup, là, la représentation est un peu différente. C'est Gotham. Là, en fait, on ne voit pas le personnage. C'est un jeu qui se passe en vue à la première personne. Ouais. Quelqu'un un peu dans le style de. Ça va être surtout de l'exploration et de la découverte d'événements. Et en fait, on sait que le personnage est une
Même sur la couverture? Non. Ça, c'est On intéressant. ne la voit jamais. On est en plein troisième personne, il n'y a pas de miroir. Il y a éventuellement quelques photos, mais elle est beaucoup plus jeune. On ne la voit jamais en fait. Donc Ça- on ne sait pas comment elle est. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un peu la logique de l'avatar. La logique de l'avatar, c'est que vous projetez dans votre personnage ce que vous voulez. C'est le cas dans les MMORPG, c'est le cas dans des jeux par exemple où on n'entendrait vraiment pas ça, comme Saints Row. Dans Saints Row, contrairement à donc, ce qui est un GTA-like, contrairement à GTA où vous avez des héros qui existent et qui sont stéréotypés, qui ne bougent pas, dans Saints Row, vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez. Vous pouvez être un homme, une femme, un transsexuel, avoir une sexualité orientée n'importe comme vous voulez, ça ne pose pas de problème. Mais c'est la question de l'avatar. Dans les personnages, le seul moyen qu'on ait un personnage qui soit normal, c'est qu'on ne voit pas finalement. C'est assez drôle du coup, que une femme soit un personnage normal, c'est qu'on ne la voit pas. J'aime bien l'idée quand même, c'est assez intéressant. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Si on prend ces deux personnages-là, donc là c'est des personnages au physique normal. Donc on a Lara Croft actuelle, sur laquelle on va revenir, et on a Faith de Mirror Edge. Alors Faith, effectivement, elle a un physique normal. Mais c'est intéressant de voir que Mirror Edge n'a pas marché. Mirror Edge, moi c'est un jeu que je trouve très intéressant en termes de gameplay, artistiquement très beau, mais qui n'a pas marché. Alors peut-être qu'il n'a pas marché parce que c'est un gameplay, c'est un jeu de plateforme à la première personne, c'est un peu particulier et qu'on n'accroche pas forcément. Mais je trouvais justement intéressant qu'un jeu qui soit unique, presque unique en son genre, est très beau et peut-être que finalement, la couverture avec cette femme-là qui n'a pas des seins complètement disproportionnés, peut-être que ça joue finalement dans l'inconscient. On voit une femme qui est normale, peut-être que ça attire moins le joueur et la joueuse, ou je ne sais pas, ou le joueur au sens large du terme. C'est assez intéressant. Alors il y a des jeux où il y a des femmes qui sont entre guillemets classiques normales, mais du coup c'est quand ça rentre dans le cadre du… comment on dit aux États-Unis? On a des quotas. Aux États-Unis, dans les films américains, vous avez des quotas de minorités. Donc il faut qu'il y ait un personnage black, un personnage qui soit d'une autre minorité, et ainsi de suite. Et donc là où j'ai réfléchi, c'est Left 4 Dead 1 et 2. Dans Left 4 Dead, vous avez 4 personnages. Vous avez un homme blanc plus âgé, un homme black et une femme blanche. Donc il faut l'âgé, le black, la femme. Donc en fait, la femme est là, elle a un physique normal, mais elle est là que parce qu'il faut une femme en fait, au final. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas trop de différence entre les personnages, mais elle est là parce qu'on voit qu'ils ont respecté des quotas en fait. En gros, s'il n'y avait pas eu un peu l'idée, ils auraient pu mettre 4 mecs blancs et c'était pareil. Il y a une image qui tourne sur internet que je n'avais pas vue où on voit tous les héros de personnages et c'est que des bruns blancs trentenaires. Donc on a Nico Bellic, le mec de Resident Evil, le mec d'Uncharted et ils sont à peu près tous sur le même moule. Donc justement, dès qu'on sort, qu'on fait une équipe, on voit que c'est un peu sur la question des quotas finalement. Alors, on revient sur Lara Croft. Alors, polémique récente, Lara Croft. Lara Croft qui revient dans son reboot, je crois que c'était en 2009 ou quelque chose comme ça, et qui a un physique relativement normal, plutôt joli mais normal on va dire, comparément aux disproportions des années précédentes. Sauf que cette Lara Croft, c'est un reboot qui se passe avant les premiers, et donc du coup c'est un personnage qui est plus fragile. Et donc la grosse polémique, c'est la scène de la tentative de viol. Dans la bande-annonce, on voyait qu'elle subissait une tentative de viol, et les personnages sont assez choqués contre ça. Et donc du coup, on s'est dit, ce personnage-là, c'est une femme, et donc elle est plus toute puissante, elle est plus phallique, elle pleure, elle subit des tentatives de viol, et ce genre de choses, elle est en position de demoiselle en détresse, au final. Et le réalisateur du jeu qui a dit qu'il a créé un personnage qu'on avait envie de protéger. Donc vraiment la demoiselle en détresse. Donc finalement, ce personnage ne peut pas être normal et puissant, c'est la demoiselle en détresse. Si ce n'est qu'au lieu que ce soit le héros qui va la sauver avec son épée, c'est le joueur qui va la sauver avec sa manette en la faisant évoluer. Donc finalement, on est toujours dans on va sauver la demoiselle en détresse, on en revient. Le deuxième polémique qui s'est plaqué dessus, c'est que dans la presse spécialisée, il y a eu un article nauséabonde qui parlait donc de la scène de viol en faisant limite l'apologie, en fait, l'apologie du viol, en disant, c'était écrit en noir sur blanc que cette scène était excitante. Donc l'apologie du viol, d'une manière générale, à ma connaissance, c'est quand même un peu interdit par la loi. Et on a eu pas mal de réactions de gamers qui condamnaient pas ça, on va dire. Donc du coup, qui laissaient à ce moment-là commencer à transparaître vraiment une espèce d'idée que finalement c'est une femme, c'est de sa faute, c'est pas grave, ce genre de choses, et qui était le discours d'une minorité peut-être, mais une minorité qu'on entend finalement, qui était un peu bruyante. En fait, on peut constater, donc vous allez me dire ce que vous en pensez, que l'accueil des femmes dans le monde de jeux vidéo, c'est quand même un milieu quand même qui même actuellement relativement misogyne. Alors un florilège, si tu as gagné, c'est parce que tu as eu de la chance. Si tu as perdu, de toute façon tu es une fille, c'est pas grave quoi. Oh non, tu joues pas avec moi, ça c'est un jeu pour les filles, non. Et alors les deux plus gros, c'est si tu joues, c'est que tu viens chercher un mec dans la communauté, donc tu es une slut, donc on appelle le slut shaming, c'est-à-dire aller attaquer les femmes parce que c'est des salopes, c'est mal l'expression. Ou si tu joues, c'est que tu es moche, du coup, c'est que tu peux rien me faire de mieux de l'extérieur. Ce qui donne d'ailleurs, si on inverse le discours, l'image que les hommes qui proposent ce genre de discours ont d'eux-mêmes d'ailleurs, donc, de manière générale. Et il y a une phrase que j'avais lue dans un article qui était grandiose, c'est on est rassuré que tu sois avec un homme connaissant ta passion pour les jeux vidéo, on a cru que tu étais lesbienne.
Alors, salade phrase, elle est juste grandiose. Donc là, on a tous les clichés en même temps. Donc vraiment ce genre de choses. Et pour les gameuses, on a pas mal de sollicitations sexuelles qui peuvent être au début juste de la drague gentille, mais qui sont des sollicitations sexuelles vraiment beaucoup plus claires et actives et agressives. Et on imagine que les personnes dans la rue ou même dans des soirées, on va dire plus de rencontres, par exemple dans une boîte de nuit, une discothèque, ce ne serait pas permis une attaque aussi frontale et aussi directe, mais qu'à l'abri derrière un clavier et derrière surtout un pseudo, parce qu'autant dans les réseaux sociaux on utilise sa vraie identité, dans les jeux comme World of Warcraft ou ce genre de choses, on est vraiment masqué sous son avatar. Derrière le clavier, ils se permettent de dire ce genre de choses. Mais quand je dis derrière le clavier, ça peut même être au micro-casque. Hein. Il y a quand même une notion de « je suis caché ». Donc là, on a vraiment ça. On prend un exemple d'enjeu qui est derrière ces représentations. GTA. Alors, voilà, on ne voit plus rien du coup. Là, le soleil s'est relevé, on ne voit plus rien. C'est pas grave. Là, c'est une scène de séduction passive dans GTA San Andreas. Et en bas, c'est la lap dance dans GTA 5. Alors, GTA, c'est la série de toutes les polémiques. Hein. Alors, on a la grande liberté, c'est la porte ouverte aux exactions les plus violentes, les mises à mort arbitraires en pleine rue. L'autre reproche, c'est la sexualité à laquelle on peut accéder dans le jeu. Alors, dans un sens, on peut se dire que c'est normal. C'est un jeu qui est PEGI 18, interdit au moins de 18 ans. Donc finalement, si c'est un jeu pour adultes, c'est un peu normal d'aller se servir de toute la gamme des émotions et de ce qu'on peut rencontrer en étant adulte. Donc déjà, là, ça pose le premier problème, c'est que des parents ne regardent pas le PEGI et laissent des enfants jouer à GTA à des enfants. Ça, c'est une problématique que je rencontre tout le temps dans mes interventions. Je me suis fait un petit vidéo montage où on voit en fait, j'ai mixé toutes les cutscenes de scènes de jeu de GTA avec des mises à mort de la sexualité. 3 minutes 30 et je fais voir ça aux parents. Généralement, quand ils sortent de la conférence, ah oui, je suis méchant. Ah oui, complètement. Mais du coup, c'est important. Du coup, la moitié, ils rentrent chez eux. Je pense qu'ils balancent GTA par la fenêtre, hein, généralement. Mais c'est pas plus mal. Non, mais GTA, ça peut quand même avoir des conséquences assez toxiques, on imagine. À l'époque, quand j'étais encore étudiant, donc c'était les premiers GTA, c'était GTA 3. Quand j'avais un enfant un enfant de 8 ans, qui m'expliquait qu'à GTA, on prend une voiture de sport, on s'arrête au bord de la route, on klaxonne, la prostituée monte, on choisit le montant de la prestation, on voit la prestation, l'énergie augmente, l'argent descend. Et quand la prostituée descend de la voiture, on lui met une balle dans la tête pour récupérer l'argent. Il a 8 ans quand même, au bout d'un moment, on peut imaginer quelle vision un peu déformée de la femme il va avoir quand il va être adolescent. Donc bon, ça c'est une parenthèse, l'âge pour les jeux. Alors si on s'attarde un peu sur le côté sexuel, donc il y a dans les précédentes versions, donc c'est celle de GTA San Andreas, où on incarnait CJ, Carl Johnson. Donc on pouvait avoir les prostituées, toujours pareil, les lap dance et compagnie, mais on pouvait avoir des ersatz de couple, un peu type jeu de séduction, ou si on amenait plusieurs fois la demoiselle au bar qu'elle préférait, au restaurant, au bowling ou n'importe quoi, on arrivait à être en couple avec elle, avoir un rapport sexuel avec elle. Donc il y avait un peu l'idée de la séduction, au format un peu jeu japonais hein, quand même, mais bon, au moins il y avait quelque chose qui était un peu plus, c'est quand même un peu plus scénarisé, un peu moins direct. Là, dans les derniers, c'est les lap dance explicites, enfin tout est sexuel, mais encore plus explicite qu'avant finalement. Dans GTA 4, donc pas le principal, mais les add-ons qui s'appelaient La balade de Ghettoni, le héros, c'est assez drôle d'ailleurs d'avoir mis le terme de gay dans le titre du jeu et d'avoir mis un héros, un personnage hétérosexuel ou qui passe son temps à avoir des partenaires comme il n'en peut plus. Dans tous les GTA, c'est là où il y en a le plus en fait. Et donc on a des scènes qui sont des missions où on a des rapports sexuels, une scène de fellation, une scène de rapport sexuel dans les toilettes, vraiment explicitement mis. Donc là vraiment on était passé vraiment sur un step au-dessus. Donc là la femme qui était complètement objet. Alors qu'est-ce qui se passe derrière tout ça au final? Hop là. Alors GTA, on peut penser que GTA c'est finalement le fantasme de la virilité classique qui rappelle donc le père de la horde dont j'ai parlé tout à l'heure en fait. C'est on est tout puissant, on peut tout faire, on peut posséder toutes les femmes. Aujourd'hui même si notre société elle donne aux hommes cette injonction toute puissance, c'est-à-dire l'homme il doit être fort, il doit être viril, il doit réussir, à la fin du compte c'est quand même pas politiquement correct d'être un malfrat, d'aller être violent avec des femmes évidemment, heureusement d'ailleurs. Donc du coup on peut imaginer que les jeux comme GTA ça sert vraiment justement d'exutoire à ce genre de choses, c'est-à-dire la société me demande quelque chose que je ne peux pas faire dans la vraie vie, donc dans GTA je vais pouvoir être un malfrat, tuer tout le monde, avoir des femmes comme je veux, comme des objets, et vraiment pouvoir répondre à cette pression de la société. T'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Non, mais tu peux participer. Hein. Donc vraiment à ce niveau-là. Et donc il y a carrément le caractère sadique qui est en jeu dans GTA 5. Il y a une scène de torture qui est assez abjecte, qui a vraiment choqué tout le monde, qui est non optionnelle. Donc si on veut continuer le jeu, il faut passer par là, où on torture un personnage. Donc là, on peut vraiment que tout ce qui est pulsionnel en termes de violence, hein, vraiment on est au stade sadique à ce niveau-là, qui peut être sublimé dans le jeu. Donc du coup, les jeux vidéo... donc c'est vraiment ça où on peut projeter quelque chose dans ce genre de jeu. C'est une hypothèse. Hein.
c'est ce qu'on appelle l'autre scène. Alors Freud parlait de l'autre scène en parlant du théâtre. C'est-à-dire qu'en allant voir du théâtre, on peut justement projeter sur ce qu'on voit quelque chose qui est à nous. Donc c'est l'effet cathartique. Et là, on peut imaginer que dans le jeu, ce soit la même chose. On peut projeter dans un jeu quelque chose qui est pulsionnel, mais qu'on ne peut pas mettre en jeu dans la réalité. Mais dans le GTA, c'est quand même que des joueurs masculins à ma connaissance. C'est un jeu fait par des hommes, pour des hommes, sur les stéréotypes des hommes, et on est vraiment dans ce cliché-là. Je me demande comment ressent une femme qui joue à GTA au final, parce que du coup, c'est vraiment, on est dans le cliché de l'homme en fait. Alors, on peut se dire que la société donne ça comme injonction aux hommes, donc on va aller se déplacer, on va aller justement pouvoir mettre ça dans le jeu. Peut-être qu'il faudrait plutôt en amont rééduquer sur les rapports hommes-femmes, les rendre un peu plus équilibrés pour que ça puisse, pour ne plus avoir besoin de ce genre de jeu. Mais bon, là il y a quand même une logique mercantile, hein, ça fait de l'argent, les jeux comme GTA, donc forcément on en est là quoi. Donc chaque jeu, chaque nouvel opus, il faut monter d'un cran de plus. Au niveau de la cause, d'une manière générale, de la misogynie, il me reste combien de temps? Il est midi. Tu m'accordes combien de temps? Je peux dépasser? Bon, on va raccourcir, oui. Oui. Non, ça fait pas forcément de mal, mais après il faut voir dans quelle mesure il n'y a pas quelque chose d'inconscient qui se joue. Après moi les deux choses qu'on m'a dites dans ce cycle-là, c'est de toute façon c'est la même chose au cinéma. Donc oui, donc l'image inconsciente finalement on est habitué à ça et c'est triste d'être habitué à ça finalement. Et après il y a certaines personnes qui s'y connaissent vraiment en informatique qui finalement voient des polygones et des textures. C'est exactement ce qu'on dit dans GTA, on n'abat pas un humain, on voit le programme en fait finalement. Moi ce qui m'avait le plus choqué dans les GTA, je me souviens dans une scène dans GTA Vice City où on devait enfermer des gens dans une limousine en se faisant passer par le chauffeur. On envoyait la limousine à fond dans le port, on sautait au dernier moment et ils mouraient noyés en fait. Et autant dans GTA, ça m'a jamais choqué d'abattre des gens parce que moi je voyais vraiment des polygones avec des textures. Autant ce qui me choquait c'était les cris. Parce que là c'est une personne réelle qui a enregistré la voix. Et donc j'avais vraiment une actrice qui jouait super bien et cette voix qui criait comme si elle allait mourir, mais moi m'a glacé le sang. Donc il y a vraiment cette différence entre je vois quelque chose mais j'y crois pas et je vois quelque chose qui est réel. C'est ça la différence. Effectivement, GTA, c'est peut-être tellement cliché qu'on est complètement décalé avec la réalité, évidemment. Ouais, on en est là. Au niveau, alors, si on parle de la misogynie au sens large du terme, pour en venir à ça, moi, le terme qui parle à un niveau inconscient, quand on parle d'homophobie, donc là, je fais une petite parenthèse, l'homophobie, les gens qui se revendiquent homophobes disent « non, moi, je ne suis pas homophobe, j'ai pas peur ». Phobie, c'est la peur. Et moi, je trouve ça assez intéressant, en fait, le terme phobie, parce que dans l'homophobie comme dans la misogynie, c'est vraiment une peur, mais au niveau inconscient, en fait. C'est peur de quelque chose qui est différent, à un niveau inconscient. Donc finalement, la misogynie, ça devrait être plutôt la gynéphobie ou un truc comme ça, si on évasine un néologisme, mais vraiment quelque chose qui est de la peur de la femme et qui renvoie vraiment pour l'homme qui a été un petit garçon à l'angoisse de castration, en fait. C'est vraiment pour le petit garçon, la vue… Alors pour les petits enfants, il n'y a pas un sexe masculin, un sexe féminin. Il y a un sexe masculin ou pas, en fait. Il n'y a pas de sexe. Donc du coup, quand un garçon voit une petite fille, mais surtout une femme adulte, la mère ou d'autres adultes dénudés, il y a vraiment cette optique de « mon Dieu, elle n'en a pas, donc potentiellement on peut me le couper à moi ». C'était quelqu'un qui en avait, mais à qui on l'a coupé. Et généralement, moins maintenant, mais à l'époque, c'était de toute façon, si tu touches ça, on va te couper, ce genre de choses. Donc il y a vraiment une menace qui est réelle de ce point de vue-là. Et il y a une angoisse et du coup, la vue de la femme réactive cette angoisse de castration. Donc du coup, pour ça, il faut que la femme en tant que sexuelle soit cachée, masquée, dénudée. Donc encore une fois, c'est poussé à l'extrême dans certaines religions, il faut vraiment être masqué de la tête aux pieds. C'est vraiment la femme, on doit vraiment étaler, la cacher, la masquer et tout ce qui est côté sexuel qui peut ressortir. Et donc son autonomie aussi finalement, qui est une autonomie aussi sexuelle, doit être vraiment masquée parce que ça renvoie à l'angoisse de castration en fait. Donc les angoisses qui vont avec, c'est qu'au final, dans tous les cas de figure, même avec la génétique, on est sûr qu'il y a 99%, mais il n'y a que la femme qui peut savoir qui est le père quand on a un enfant. Et ça, c'est une angoisse quand même, c'est vraiment les angoisses les plus archaïques qui expliquent vraiment ça. Et l'accès à la sexualité aussi, il y a quelque chose qui revient parfois dans le discours, c'est que les femmes ont un accès plus facile à la sexualité que les hommes. Sauf qu'en réalité, la société va tellement pointer le fait qu'une femme qui a une sexualité libérée est une, passez-moi l'expression, salope,
que du coup, dans la réalité, ça les empêche concrètement d'avoir la sexualité qu'elles pourraient avoir si elles en avaient envie. Donc finalement, ces peurs sont vraiment… Voilà, on a un homme, c'est un séducteur qui a plein de femmes, et une femme, c'est une traînée si elle a plein d'hommes. Donc on a vraiment encore ce cliché qui reste bien présent. Et donc, ce dont on a parlé tout à l'heure, la misogynie, on le retrouve dans le marché de l'emploi. Hein. C'est là que c'est la partie que vous avez développée tout à l'heure, c'est finalement la vision masculine, c'est juste parce qu'il y a beaucoup plus de développeurs et de commerciaux qui sont des hommes plutôt que des femmes. C'est d'ailleurs intéressant, quand on parle de programmation, les applications qui sont proposées sur des sites communautaires qui sont développées par des femmes ont généralement une meilleure note que celle des hommes, sauf quand on sait que c'est une femme qui code. Si le pseudo est neutre, c'est bon, les applis en moyenne ont plus de femmes. Dès qu'on sait que c'est une femme, par contre, ça redescend. Donc on voit vraiment que finalement, le talent, au final, il est plus reconnu pour les femmes, mais il y a toujours ce cliché, ah non, c'est une femme, on ne peut pas, il y a vraiment ça. Si on reste sur le marché de l'emploi d'une manière générale, Zoe Quinn, ça vous dit quelque chose? L'affaire Zoe Quinn, le Gamergate. Alors c'est une femme qui était une développeuse de jeux vidéo indépendants, qui a fait un jeu notamment qui s'appelle Depression Quest, qui traite de la dépression, sur lequel il va falloir que je me penche d'ailleurs, parce que je viens de découvrir ça, qui a soi-disant trompé son petit copain avec un journaliste de la presse spécialisé, donc soi-disant pour que son jeu soit, on en parle, et donc qu'il y ait une publicité sur Steam, parce que les jeux indés sur Steam, ils sont plutôt discrets. Donc du coup, cette histoire, elle pose évidemment la question du lien entre les professionnels du jeu vidéo et la presse, qui eux ont quand même un gros pouvoir d'influence sur les ventes des jeux, mais c'est absolument pas ça dont on a parlé en fait. Elle a eu un raz-de-marée misogyne en disant elle a trompé son mec, donc c'est une salope et tout ce que vous pouvez imaginer comme grossièreté. Et donc menace de mort, menace de viol et ce genre de choses, vraiment des choses assez abjectes. Elle a vraiment eu un harcèlement au sens propre du terme, mais massif. Et du coup, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, ce phénomène a fait ressortir le côté misogyne de la communauté, encore une fois, qui n'est peut-être pas la majorité, mais qui est vraiment une minorité très, très, très bruyante qui est ressortie à ce moment-là. Le truc qui est choquant dans l'histoire, c'est qu'à côté de ça, on avait des gens qui n'étaient pas misogynes, mais qui n'ont pas pris parti. Donc au final, qui étaient complices. Parce que la femme, elle s'est fait traiter de tous les noms, insulter, menacer. Les gens avaient réussi à trouver son adresse réelle, elle avait déménagé. Vraiment, c'était très compliqué pour elle. Et finalement, le reste de la communauté n'a pas pris parti, ne l'ont pas protégé. Il y a une femme qui s'appelle Anita Sarkeesian, je ne sais pas si ça se prononce, qui est une sociologue qui a fait un travail de pointer les représentations stéréotypées des femmes dans les jeux vidéo, finalement un peu ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, et qui a subi aussi le même type de harcèlement. Donc vraiment, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est latent dans le milieu. Et je peux citer aussi des vagues qui sont antiféministes, alors carrément. C'est-à-dire qu'il y a une idée que les féministes, ce n'est pas des gens qui revendiquent l'égalité, mais c'est les féministes, ils veulent que les femmes dominent le monde. Et donc il y a l'histoire de théorie du complot et on est vraiment sur une modalité paranoïaque. Et il y a le plus gros site de jeux vidéo français, je ne vais pas citer le nom, tout le monde le connaît, il faut rajouter .com à la fin, et dont les forums ont été connus pour ça, qui ont vraiment fait des vagues misogynes, racistes, homophobes, on a vraiment la totale. On a envie des phrases qui étaient abjectes, complètement contraires à la loi et qui n'étaient pas modérées. Donc on sait que depuis que ce site a été racheté par une autre maison d'édition, le fait que les forums dérapent et partent, ça leur fait de la popularité, des visites et donc la régie pub engrange de l'argent. Donc on est vraiment là. Mais pour terminer sur la question de la misogynie, moi comme je passe pas mal dans les collèges, je vois énormément de harcèlements qui sont sexistes, qui part sur du sexting. Le sexting, c'est des jeunes filles, des adolescentes qui envoient des photos d'elles dénudées à leurs copains, qui font tourner à tout le monde. Et donc, du coup, les personnes se font harceler via Facebook, Twitter, SMS et compagnie. Et donc, vraiment des insultes. Tu as fait une photo de toi dénudée, donc du coup, c'est que tu es une slut, donc toujours une salope. Alors que j'ai vu quelques cas où c'est des garçons qui avaient fait des photos dénudées. Ils étaient « Oh, il est débile, il est pas malin, regardez, il a l'air de quoi ?» Et c'est tout. C'est vraiment la question d'un homme qui se déshabille, qui se montre, c'est idiot. Et une femme qui se déshabille, c'est une femme, c'est une salope, encore une fois. Donc, on a vraiment cette différence. Et les réseaux sociaux servent vraiment au harcèlement. C'est un support de harcèlement. Oui. Alors, moi, j'ai vu ce cas-là. Alors, ça dépend, tu parles à quoi comme usage? Tu parles le fait de faire tourner ou… Oui. Alors, moi, j'ai vu voilà, des cas de photos d'hommes qui étaient diffusés à tout le monde pour se moquer. Mais du coup, le but n'est pas le même. C'était pas regarder là déshabillé comme c'est sexe, c'est regardez-le comme il est ridicule, effectivement. Mais à la fin, j'ai quand même vu le même processus de faire tourner la photo. J'ai quand même vu. Mais effectivement, ce n'est pas les mêmes choses qui se jouent derrière et donc ça représente vraiment l'idée de la femme. Et là, la technologie et les réseaux sociaux, on voit qu'ils sont malheureusement au service du harcèlement. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, mais c'est malheureusement le cas. Donc, juste pour conclure, parce que vous pouvez me dire, ok, là, on a parlé des inégalités et que le jeu vidéo, finalement,
il représente encore un petit peu les inégalités sociétales, mais les conséquences finalement. Au niveau des conséquences, pas du jeu vidéo, mais de cette misogynie qui est dans tous les médias finalement, on a la conséquence au niveau du choix d'études. Les garçons intègrent majoritairement des filières qui sont sélectives, donc les CPGE, les IUT, ce genre de choses, plutôt en sciences et qui ont plus de débouchés professionnels. Les femmes, ça va être plutôt des filières en sciences humaines, libres, donc des licences à l'université, et qui ont généralement moins de débouchés. Au niveau de la répartition des métiers, on voit qu'en France, à métier égal, les femmes gagnent 16% de moins que les hommes, ce qui est interdit par la loi, mais quand même, et que d'une manière générale, il y a 2 fois moins de femmes cadres que d'hommes. Donc les conséquences de tout ce dont on vient de parler dans tous les médias se retranscrivent dans la réalité. Et malheureusement, au niveau des agressions sexuelles, ça se vérifie aussi. Sur la planète, 1 femme sur 10 a été violée ou le sera au cours de sa vie. Là, je prends toute la planète, du coup. En France, il y a 118 femmes et 25 hommes qui sont morts sous les coups de leur conjoint. Et en 2014, il y a eu, pour des plaintes, 12 768 plaintes pour viol. Donc ça, c'est que les plaintes. On imagine qu'on multiplie par 9 à peu près. Donc c'est 10% à peu près de la totalité. Et sur ces 12 000 et quelques viols, c'est 90% de femmes, bien évidemment. Donc tous ces chiffres tragiques, la conséquence, c'est la représentation des femmes dans la société et donc dans les médias. Et donc les jeux vidéo en font aussi partie, malheureusement. Moi, j'ai fini. Je vous écoute si vous avez des questions. On peut échanger. Non, j'ai dégoûté tout le monde. Avec les chiffres à la fin, ça a un peu cassé l'ambiance. Oui. Alors le truc, c'est que les collégiens sont beaucoup sensibles à l'idée générale de la société de consommation. La pornographie fait des dégâts énormes justement sur la représentation des rapports hommes-femmes. Et nous, en tant qu'intervenants, on va vraiment jouer là-dessus à la source. Donc ça joue, mais notre travail est vraiment indispensable de ce point de vue-là. Après, il faudrait voir ce que cette génération va devenir plus tard. Mais la question se pose de là, mais le travail de prévention, il doit être énorme et il doit être énorme pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, quand des associations, alors j'ai été bénévole planning familial, donc on faisait vraiment en dehors des questions des contraceptions, on parlait aussi d'égalité homme-femme et tout ce genre de choses. En dehors du fait de ce que les associations peuvent apporter, ça doit être aussi les parents à être présents, à maintenir ce discours. Mais les parents sont dans le discours vraiment sociétal aussi. Parfois, on a vraiment des discours qui sont entendus par les jeunes et qui rapportent à leurs parents auxquels ils n'ont pas conscience. Donc vraiment, l'évolution, elle se fait en faisant de la prévention, mais c'est lent et il faut que ce soit récurrent. Généralement, par exemple sur les classes à Monaco, parce que je travaille aussi pas mal à Monaco, on passe tous les ans. Pour que ce soit tout ce qui est harcèlement, cyberpédophilie et tout ça, pour vraiment que ce soit ancré comme message. On passe tous les ans. En France, malheureusement, je ne suis pas persuadé que dans tous les établissements scolaires, il y a une association qui passe tous les ans pour ça, même s'il y a quand même des choses qui sont un peu récurrentes sur plusieurs niveaux. Malheureusement, on n'en est pas là. Donc c'est vraiment le seul moyen de casser ce discours-là. Et on verra comment cette génération-là deviendra, quels adultes ils deviendront. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pornographie a toujours existé. L'accès facile et rapide à la pornographie, il date finalement de quelques années avec l'avènement de la DSL en France et des sites spécialisés là-dessus, gratuits. Donc là, on n'a pas encore le recul pour ça. Cette pornographie extrême et accessible immédiatement. On le verra quand les enfants qui ont commencé à regarder ça ou les adolescents deviendront adultes. Donc, on a encore besoin d'avoir un petit peu d'attente. Mais moi, je reste confiant quand même parce que je vois que le discours évolue de ce point de vue-là. Donc ça contrecarre, ça contrebalance, j'espère. Moi, un petit peu. Oui ? Alors, j'interviens pour un organisme auquel je n'ai pas le droit de dire le nom parce que là, aujourd'hui, j'interviens en mon nom, ils n'ont pas eu de regard sur mon texte, donc je n'ai pas le droit de le dire. On intervient dans les écoles sur demande. Le seul problème, c'est qu'on intervient beaucoup sur le privé parce que même si les écoles publiques ont le droit de nous faire intervenir, malgré le fait qu'on n'a pas encore l'agrément qui est en train d'être fait, apparemment, il faut une demande, c'est ce que tu m'avais dit, il faut une demande de dérogation ou un truc comme ça, non? Pour qu'une association qui ne soit pas reconnue de l'éducation nationale, il faut une demande de dérogation? Ouais. Donc, mais vous pouvez quand même nous solliciter pour intervenir. Après, moi, je peux intervenir en mon nom propre, bien évidemment. La brigade de prévention de la jeunesse, oui. Vous êtes sur un établissement public ou privé? Privé, public? Public. Alors, oui, tandis que nous, notre discours, il est vraiment adapté, il fonctionne bien. Ça, c'est sûr et certain.
Vous avez, alors là, vous avez quelques tracts du planning familial, un truc sur l'égalité homme-femme, vous pouvez prendre. Vous avez ma carte aussi. Vous prenez mes coordonnées et moi, je vais vous faire transmettre le flyer de l'association et vous pouvez faire une demande. Et si jamais ça ne passe pas parce qu'on n'est pas agréé, moi, je peux intervenir personnellement aussi si vous le souhaitez. Donc, voilà. Autre chose? Oui. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Moche. C'est bien quand il y en a une déjà. Ouais. Ouais. Et ça, il faut vraiment jamais céder sur ça. Hein. Votre désir, c'est de jouer, vous jouez. Vous n'avez pas à céder à ça, ça c'est sûr. Et ça, c'est valable dans toutes les formes de rejet. Hein. Si c'est votre désir d'être là, vous n'avez pas à céder dessus. Vraiment. Mais là, vraiment, quand on voit ce genre de réflexion, c'est vraiment… là, il y a quelque chose de la peur. Hein. C'est une femme, c'est un objet étrange, c'est quelque chose d'étranger et qui peut être menaçant et dangereux. Et il faut vraiment garder en tête que ceux qui attaquent, c'est vraiment ceux qui ont peur. Hein. Et que forcément, ils sont en groupe. Et ils sont anonymisés, donc c'est plus facile. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Mais encore une fois, c'est vraiment ce qu'on encourage, hein, au bout d'un moment, ne pas céder sur son désir, quelle que soit la forme de rejet qu'on ait, ne pas céder sur ce qu'on veut faire, quoi. Au bout d'un moment, je pense que cette mentalité elle va évoluer, mais à mon avis, il faudra au moins une génération, je pense. Parce que là, visiblement, ça a l'air beaucoup plus ancré que ce que je pensais avant de commencer à travailler là-dessus. En Europe, oui. Ça serait différent ailleurs, peut-être? Peut-être, ouais. C'est plus accepté, du coup? Les joueuses sont peut-être un peu plus acceptées? Les rares qui jouent une partie de l'année là-bas. Ouais. Déjà, ils ne jouent pas du tout Ouais. soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Ah oui? Ils sont à fond sur des MMO coréens, machin. Oui, oui. Tous les jeunes, ils jouent avec du Kassa, d'autres qui font du décor. Et qui sont plutôt free-to-play d'ailleurs. Hein. Ouais. Ah oui, pas tellement ça d'ailleurs. Ouais. Et les filles, sinon, leur petit jeu, j'ai vu quelques jeux de filles. Donc des jeux sexués finalement, voilà. Finalement, c'est très sexuel. Ah donc là ça prend, au Japon, il y a les jeux sexués, ça prend. C'est typiquement ça, mais D'accord. c'est très cloisonné. Mais c'est très. J'ai jamais vu de garçons ou de sociétés comme ça lâcher des filles. Bah, alors moi… Ah oui? Ouais. Mais moi, vraiment, l'idée que j'ai décrite dans la société, c'est vraiment la société européenne et américaine, en fait. C'est vrai qu'il y a d'autres cultures que je ne connais pas, et malheureusement, mais… Pour l'exemple de GTA 5, ça veut dire presque Dieu merci, on n'utilise pas. Ouais. Alors moi le point d'entrée que j'avais avec le Japon, c'était les jeux de combat. Effectivement, c'est commun avec nous, donc… Ouais, je sais pas. C'est assez intéressant de manière générale de voir que dans tout ce qui est… quand on analyse les différences des individus par rapport aux sociétés, le Japon est vraiment typiquement très différent de tous les autres. Alors, et pourtant, il y a d'autres îles, il y a d'autres de peuples qui vivent sur… Je dis, l'insularité n'explique pas tout. Oui, mais l'insularité n'explique pas tout. Il y a d'autres pays qui sont sur des îles et c'est pas la même chose. Et donc vraiment, même quand on voit la métacommunication, tout ce qui est gestuel et tout, c'est complètement différent, ça ressemble à rien d'autre. Alors qu'autant la société, la planète a tendance à s'uniformiser, puisque finalement avec Internet et la télé, on regarde tout le temps les mêmes films et pas mal de cultures américaines qui sont développées. Donc on adapte les mêmes signes. Par exemple, le fait de faire ça ou ça ne veut pas dire pareil selon les cultures. Et maintenant, tout le monde veut dire la même chose. Parce qu'en fait, selon les cultures, aux États-Unis, ça c'est up et ça veut dire OK. Et des cultures où ça c'était un sexe et ça c'était un trou.
Donc du coup, c'est des insultes. Et maintenant, à peu près dans toute la planète, tout le monde fait ça en fait. Ça veut dire pareil pour tout le monde à l'américaine. Mais au Japon, j'ai vraiment le sentiment, alors encore une fois, du peu que j'ai lu, qu'il y a une différence. Et ça serait intéressant. Moi, malheureusement, comme je disais hier, j'ai pas eu la chance d'avoir des patients de culture japonaise, mais je serais assez intéressé de voir justement qu'est-ce qui se joue du point de vue inconscient, parce que la société justement influe là-dessus. Qu'est-ce qui se joue? Ça m'intéresserait vraiment de travailler là-dessus finalement. Oui. Le côté? Ouais. 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 Bah ça renvoie la question puissance vers passivité. On ne peut pas perdre vers quelque chose qui est… On ne peut pas perdre face à un objet qui est censé être la passivité. On peut perdre que vers un objet de même puissance. C'est un homme, il est puissant comme moi, je peux perdre. Si c'est un objet femme qui du coup est plus faible, là, il y a quelque chose de ce point de vue-là. Après, moi, je serais tenté de décrire, alors, encore une fois, coupe la caméra, je serais tenté de décrire qu'il y a aussi une idée religieuse qui est là-dedans. Que la culture de la position de la femme, elle est décrite dans certaines religions du livre comme étant inférieure, même si théoriquement on me dit que ce n'est pas le cas, il y a quand même certains textes où c'est dit explicitement. Et au Japon, je ne sais pas quelle est la religion, mais je ne crois pas qu'ils sont dans une des 3 religions du livre. Donc vraiment, il y a cette optique que la religion influe sur la société et donc les représentations des hommes et des femmes. Et au Japon, ça peut aussi jouer dans ce sens-là. Après, encore une fois, je ne connais pas trop le côté religieux au Japon, donc je ne sais pas trop quoi en dire en fait. Mais ça, c'est un avis personnel, donc… Ouais. Merci.